jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Ah oui, Cédric le disait, tout de suite on répond à vos questions sur votre argent avec Gilles Petit, qui est resté avec nous, rédacteur en chef de Gestion de Fortune. Gilles Petit, toujours aussi motivé. Très motivé, mais on attend Philippe. Ah, on attend Philippe Varin. Alors Philippe, si tu m'entends, laisse-moi parler sur 2 questions, puis après on y va. Voilà, on va essayer Philippe Varin qu'on attend, donc le patron de PSA, on va l'écouter en direct, sa conférence de presse. Allez, on va essayer de répondre à nos téléspectateurs en attendant, et une question d'Eric sur notre site bfmbusiness.com. Eric est investi dans une SICAV d'actions américaines, son conseiller lui conseille de se couvrir contre le risque de change. Est-ce une bonne idée ? Oui, effectivement, ça peut être une bonne idée de se couvrir contre les risques de change. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, dans les SICAV, il peut exister des parts qui sont effectivement couvertes sur le risque du change. Risque de change qui peut être en euros ou en dollars, effectivement. Donc aujourd'hui, oui, pourquoi pas. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une couverture, et donc comme toute couverture, ça coûte un peu d'argent, et donc ça a une influence sur la performance finale du fonds. Mais dans les périodes de forte volatilité des devises, comme actuellement, ça peut être une très bonne solution. Ouais. Voilà donc pour l'idée de se couvrir sur le change. Autre question, pour diversifier les placements au sein de son contrat d'assurance vie, un auditeur nous demande s'il faut se tourner vers un fonds en euros immobiliers. Quels sont les risques d'un tel placement? Quelle part faut-il consacrer dans l'ensemble du capital disponible sur l'assurance vie? Alors le fonds euro immobilier, effectivement, c'est la grande innovation de ces dernières années. C'est quoi? C'est faire du fonds euro tout en profitant des avantages de l'immobilier. Donc concrètement, la part la plus importante est investie en immobilier. Généralement, c'est pas du direct, c'est investi au travers de SCPI et d'OPCI, d'organismes de placement collectif en investissement immobilier. Que dire oui, ça peut être intéressant. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des produits qui sont peu liquides puisque investis essentiellement en immobilier. Donc il faut faire attention. Généralement, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? C'est un investissement de niche, donc on pourrait dire que si on fait 5% de son allocation totale là-dessus, c'est pas idiot. En gros, ces produits-là dont on parle, fonds en euros, en immobilier, ils sont sortis de la tête des ingénieurs patrimoniaux, on va dire, pour apporter un peu de peps là où les fonds en euros traditionnels perdent un peu de leur lustre. Ouais, de la rémunération surtout, c'est ça, de la performance, puisque cette année, les fonds euro immobiliers qui existent affichent des performances qui sont supérieures à 4%. Il y en a un qui fait 4,15%. Je vous rappelle quand même qu'il y a certains fonds en euros qui, cette année, servent du 2,90. Donc on a une performance qui est bien supérieure. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des produits que les assureurs mettent un petit peu en avant aujourd'hui, mais avec précaution. Parce que le risque, effectivement, c'est qu'il y ait un trop gros afflux de liquidités sur ces produits-là. Et surtout, si jamais le marché se retourne, qu'il y ait un afflux de liquidité dans l'autre sens. Et là, pour gérer, ça risque d'être compliqué. Vous soulignez la faible liquidité. Est-ce qu'il y a des produits un peu similaires sur lesquels on peut s'appuyer? Sur de l'assurance vie, vous voulez dire? À ce moment-là, il faut se tourner sur des fonds immobiliers classiques, qui servent un rendement qui est assez intéressant, puisque les foncières cotées servent du rendement. On peut aussi faire de l'OPCI, puisque c'est aussi un organisme de placement collectif qui permet de faire de l'immobilier. Donc ça peut être des solutions. Mais le fonds euro immobilier, en complément d'un fonds euro dans une part assez limitée, ça peut être une bonne solution. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonds-là sont aussi en train d'évoluer. Jusqu'à présent, les fonds qui sont distribués sous cette bannière ne prévoyaient pas une réallocation d'actifs. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir de l'immobilier si ça allait mal. Aujourd'hui, les fonds qui sont en train de sortir sur cette thématique-là permettent justement, si jamais l'immobilier allait mal, de commencer à rebalancer l'actif du fonds sur des produits qui seraient plus intéressants. Donc, surveillez l'offre qui risque de sortir cette année. Eh bien voilà, Jean, qui vous interrogeait, vous avez une réponse très concrète à propos de ces fonds en euros immobiliers. Une autre question de Valérie. Elle nous écrit de Boulogne-Billancourt. Elle souhaite placer des liquidités pour les 6 prochains mois. Pensez-vous qu'un tracker sur indice monétaire soit une bonne solution? C'est la question qu'elle se pose en tout cas. Alors, si vous voulez faire 0,10% sur un an, oui, c'est une bonne solution. Voilà ma réponse. Ouais, pas terrible. Non, c'est pas terrible. Ce sont des produits qui sont davantage destinés aux investisseurs institutionnels. Les frais mangent toute la performance. Pour un particulier, c'est pas intéressant. Si vous avez des liquidités, 6 mois,
un compte à terme, ça peut être une très très bonne solution. Parce que les taux sont forcément attractifs. Vous ferez forcément plus que 0,10%. Oui, il n'y a pas de souci, même pour 6 mois, vous ferez au moins 10 fois plus. Donc effectivement, pour des liquidités à 6 mois, allez voir votre banquier et négocier avec lui en fonction de la somme que vous avez. Effectivement, un compte à terme, ça peut être intéressant. Ouais. Un compte à terme plutôt que jouer un tracker sur indice monétaire. Voilà ce qu'on vous recommande. Nouvelle question, le fonds sur lequel on lui propose d'investir comporte des frais de gestion variables. Est-ce justifié? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est vrai que d'habitude on peut estimer que les frais au moins c'est réglé sur le papier avant qu'on commence. Non, c'est pas le cas. Ça peut varier. Alors, non, c'est pas. Alors, petite explication lexicale. En fait, les frais de gestion de variable apparaissent sur le document de référence qui est déposé auprès de l'AMF. Ouais. Simplement, ce sont des frais qu'on appelle aussi des frais de performance. D'accord. Donc c'est lié à la performance. C'est lié à la performance. Alors, d'où ça nous vient? Ça nous vient de l'univers des fonds spéculatifs, les hedge funds, et ça a essaimé un petit peu dans la gestion collective traditionnelle. Le principe, c'est quoi? C'est en fonction de la performance du fonds, prélever un certain pourcentage sur cette performance-là. C'est ce qu'on appelle les commissions de surperformance. Voilà, c'est ça. Ça peut s'appeler commission de surperformance, commission de performance. Ça a plusieurs noms. Normalement, c'est limité. Il n'y a pas de barrière haute pour ces frais-là. Généralement, ils sont compris entre 10 et 19% de la surperformance réalisée. Un surperformance qui est mesuré par rapport à un indice de référence qu'on indique effectivement. Donc on prend un contrat, on vous propose de faire par exemple 5% de rendement, et si on dépasse ce 5%, la marge au-dessus de la performance est imposée sur le pourcentage qui sera se voit imposer cette commission. Qui sera indiqué. Alors les petits commentaires qu'on peut faire là-dessus, c'est quoi? Premièrement, moi ça me choque pas quand c'est une petite société de gestion parce qu'elle a besoin de frais et besoin d'argent pour vivre. Quand c'est une grande société de gestion, voire une banque, là, je suis un petit peu plus dérangé parce que finalement, ça veut dire qu'on a des produits qui sont gérés de façon très banale, sur lesquels il n'y a pas des commissions de performance et sur lesquels on ne peut rien attendre, et à côté des produits qui seraient mieux gérés et sur lesquels on serait obligé de payer des frais supplémentaires. Donc, oui, pour une petite société de gestion, non pour une grande. Ensuite, la commission de performance, le risque, c'est quand même que le gérant lui-même prenne des risques inconsidérés pour arriver à réaliser cette performance-là. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est un risque. Donc il faut mesurer le pour et le contre et ne pas investir dans n'importe quel fonds, se renseigner sur la société de gestion elle-même, son antériorité, l'expérience de ses gérants. On ne sait jamais. Généralement, les gérants sont sérieux, il n'y a pas de risque, mais on ne sait jamais. Voilà sur les frais de gestion variable, l'avis tranché. Et un peu dubitatif quand même pour, en tout cas, certains produits de Gilles Petit. Ouais. Mais c'est bien, au moins vous êtes... voilà, il y a net, clair, franc-parler. Une autre question d'Yves qui nous écrit de Cannes. Yves cherche à investir dans un fonds d'action de mine d'or et il a découvert que l'un d'entre eux permettait d'investir dans de l'or physique. Ouais. Que peut être l'avantage par rapport à un fonds d'action classique? Alors, en fait, Yves, je pense que vous avez été mal renseigné parce que on ne peut pas investir dans les matières premières physiques au travers d'une SICAV. Ça, c'est pas possible, y compris dans le fameux ratio poubelle qui a été revu et qui permettait d'investir 10% de l'actif. Qu'est-ce que c'est que le ratio poubelle? On est en train de lever un lièvre. Le ratio poubelle, c'est un ratio qui permet d'investir 10% de l'actif d'une SICAV ou d'un fonds dans des titres, dans des choses, ça peut être des titres de créances négociables ou d'autres choses, qui n'ont rien à voir avec le reste de l'actif du fonds. Vous avez un fonds d'action américaine, vous pourrez investir 10% dans d'autres titres en vue de diversification dans des choses qui n'ont rien à voir avec les actions américaines. C'est ce qu'on appelle le fameux ratio poubelle. On appelle ça, on l'appelle comme ça dans le métier, mais effectivement, on ne peut pas mettre des matières premières dans ces choses-là. Donc, si vous voulez jouer le cours des sociétés aurifères des minières, prenez un fonds classique. Maintenant, si effectivement vous avez envie de jouer le cours de l'or, ça c'est une chose différente. À ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers un tracker, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des trackers, ce sont plutôt des obligations à échéance indéterminée, mais des obligations qui permettent d'investir dans de l'or physique et d'avoir une contrepartie physique. Mais aujourd'hui, on estime qu'effectivement, c'est plus intéressant d'investir dans les mines d'or, parce qu'il y a toujours un phénomène de rattrapage par rapport au cours de l'or. Ouais. Mais on ne peut pas mettre de matière première, quelle qu'elle soit, dans une SICAV ou un FCP.
Eh bien voilà, c'est toujours mieux de préciser les règles. Voilà la réponse donc pour Yves qui s'interrogeait sur ces fonds d'action de mine d'or. Ben voilà, Gilles Petit. Ben voilà, Philippe nous a pas interrompu. Ben donc, non. Philippe, bon courage. A priori, pour on la suite. l'entendra dans le 12h30. Mais auparavant, on va marquer une pause. 12h13, c'est l'essentiel. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on continue à répondre à vos questions et on s'intéresse à présent aux conseils en gestion de patrimoine indépendant avec énormément de questions d'auditeurs qui veulent savoir un peu comment on fait pour choisir Ah, un grande question. conseil en gestion de patrimoine indépendant. Ah oui, Ah oui, non, mais c'est vrai, il faut pas se tromper. Alors, comment on peut choisir un CGPI? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est déjà de vous adresser à l'une des 5 associations qui existent, associations professionnelles qui existent et qui permet effectivement d'avoir accès à ces CGPI-là. Donc, vous pouvez prendre contact avec elles. Est-ce que je peux vous les énumérer oui, bien peut-être? sûr. Vous avez l'ANACOFI CIF, il y a la CIP, CNCIF. Qu'est-ce que alors ça y est, je vais les oublier. Vous nous faites rêver. Mais je vous fais rêver, ouais, non, c'est vrai. Non, le CIP, c'est Chambre des indépendants du patrimoine. Vous avez aussi la compagnie des CGPI. Chacune a été constituée en fonction de certaines prises de position sur le métier. Voilà. Vous adressez à l'une de ces compagnies-là, l'une de ces associations-là, et elle recense en fait Leurs adhérents finalement. leurs adhérents, Bon. donc elles pourront vous orienter. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si vous allez les voir et qu'on vous donne plusieurs noms et que vous ne savez pas choisir entre tel ou tel, eh bien, vous allez vous renseigner sur ce qu'ont fait ces personnes-là, ces CGPI-là, en termes d'études. Puisque, effectivement, certains garantie diplômes, c'est une garantie, absolument. CGPI, c'est pas un titre reconnu par la loi, hein, il faut bien le dire. Donc, ce qui donne vraiment la valeur au métier, c'est d'une part l'expérience, effectivement, mais d'autre part le diplôme. Et les diplômes en gestion de patrimoine les plus réputés sont ceux de Clermont-Ferrand, vous avez Paris-Dauphine aussi, et certaines écoles de commerce également. Donc ça peut être aussi une autre façon de savoir si votre CGPI a les compétences nécessaires et suffisantes pour répondre à vos besoins. Peut-être le bouche à oreille aussi. Aussi le bouche à oreille, effectivement, mais souvenez-vous que le Madoff a commencé avec du bouche à oreille. Alors moi je serais vous, le bouche à oreille c'est une chose, mais c'est bien de vérifier derrière. Faites une sorte de travail d'investigation comme les journalistes, recoupez l'information, ça coûte rien et ça peut vous éviter des surprises. Voilà donc pour bien choisir son conseil en gestion de patrimoine indépendant, on le rappelle. Allez, une autre question d'un de nos téléspectateurs. Sur notre site, toujours bfmbusiness.com, on propose une SICAV dont l'actif est de 3 millions d'euros. Aïe. Que dois-je faire? Aïe aïe aïe. Alors 3 millions d'euros, c'est tout petit. C'est tout petit, hein. On estime que pour qu'une SICAV puisse vivre et puisse se développer, généralement, on commence à 5 millions d'euros et je conseille aux gens d'investir à partir de 20 voire 50 millions d'euros. Donc 3 millions d'euros, c'est tout petit. Il faut savoir que la réglementation prévoit qu'on peut créer le capital minimum pour créer une SICAV, c'est 300 000 euros. Et 300 000 euros, vous pouvez investir sur quasiment rien, donc c'est pas intéressant. Et 3 millions d'euros, c'est pareil. Ça veut dire que vous allez investir ne serait-ce qu'une somme. Si vous investissez une somme importante, vous allez représenter une part de l'actif qui est quand même considérable au regard de la somme totale. Et si jamais les choses vont mal, non, il faut pas investir dans une SICAV qui fait que 3 millions d'euros. D'ailleurs, je suis assez surpris de la question parce que généralement, on ne propose pas ce type de produit-là à des clients particuliers avec quand on a un actif aussi faible. Hein. Généralement, on vient sur le marché quand on a 50 millions d'euros d'actifs, voire même 100 millions d'euros d'actifs. Le reste, c'est ce qu'on appelle le seed money, c'est-à-dire les gens qui sont là au démarrage de la SICAV et qui vont mettre de l'argent pour lancer la SICAV. Donc on ne met pas son argent dans une SICAV de moins de 50 millions d'euros, ce serait ça? C'est un minimum, ouais, absolument, ouais. Pas moins de 50 millions d'euros, sinon vous risquez de vous retrouver pris dans un effet ciseau qui pourrait être assez mortifère pour votre compte en banque. En revanche, pas de limite à la hausse sur le montant de la SICAV, on peut même... À limite à la hausse, c'est une très bonne question ça, parce que la limite à la hausse, c'est quand même que au fur et à mesure que l'encours augmente, les perspectives et les possibilités de la SICAV peuvent diminuer.
en fonction de la stratégie qu'elle a. Donc sur des actions françaises ou américaines, c'est pas gênant. Si vous êtes sur des segments comme le high yield par exemple, voire le convertible, si vous êtes sur une SICAV qui fait 1 milliard d'euros, les possibilités de réaliser des performances sont quand même diluées et très limitées. Donc ça, c'est à surveiller effectivement. C'est pour ça qu'on a vu hier Frédéric Lorenzini qui nous parlait d'Aberdeen qui relevait ses frais d'entrée pour décourager. C'est une façon de décourager effectivement et de limiter les de garder un petit peu de manœuvrabilité sur ces gros paquebots des fonds vedettes. Et ben voilà, cette fois on est arrivé au bout du temps imparti. Eh ben écoutez, avec plaisir, à bientôt. À bientôt, on vous retrouve toutes les 2 semaines dans Intégral Placement et avec grand plaisir donc pour répondre à nos téléspectateurs. Gilles Petit, rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Le CAC, moins 0,19. BFM Business,